Jusqu'au 13 janvier 2025, l'exposition Le Surréalisme célèbre les 100 ans du mouvement littéraire artistique au Centre Pompidou à Paris. Pour la découvrir, Didier Ottinger, le commissaire d'exposition, est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. L'exposition s'intitule Le Surréalisme, l'exposition du centenaire. Avant de commencer cet entretien, je vous propose d'écouter la définition de ce mouvement par le poète et écrivain André Breton, surnommé le pape du surréalisme. Surréalisme, nom masculin, automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Ce mouvement est né avec la publication du manifeste d'André Breton. Comment le surréalisme s'est imposé finalement au fil des ans comme courant artistique et littéraire majeur ? C'est que le surréalisme proposait une forme de liberté inconditionnelle donnée au créateur, mais bien au-delà, comme un système philosophique, une façon qui était donnée à l'humanité pour rendre la vie plus riche, plus intéressante, pour changer la vie. Et c'est ça le projet tout à fait universel et très ambitieux du surréalisme, qui va bien au-delà de la fabrication de jolies images, etc. C'est un projet de transfiguration du réel. Alors on va parler à présent de votre actualité, de l'exposition qui est conçue finalement un peu comme un labyrinthe. Au fil du parcours, on trouve différentes thématiques, on rencontre des artistes, des poètes. Alors que peut-on y découvrir exactement et en quoi cette exposition reflète cette époque ? Alors déjà, quand on entre dans l'exposition, on entre par une sorte de gueule qui dévore chacun des visiteurs et qui lui fait accéder à un autre univers. Il y a en fait un système de miroir qui a été installé par un magicien qui fait disparaître les visiteurs, façon de leur signifier que dès l'instant où ils passent la porte qui va être celle de l'exposition surréaliste, ils vont accéder dans un autre monde. C'est plus le monde ordinaire, c'est un monde qui est régi effectivement par la fantaisie, par l'amour, par le désir, par les forces de l'inconscient. Et la visite de l'exposition commence comme une sorte de petit tunnel initiatique. On est dans le noir et on arrive au Saint des Saints, qui est la présentation du manifeste du surréalisme qui a été publié le 15 octobre 1924. Alors sur la fiche de l'exposition, on voit, alors c'est mon impression, on va voir la fiche de l'exposition, un monstre très étrange, voire effrayant. Cette œuvre est de Max Ernst, c'est L'Ange du foyer. Alors c'est dans ces œuvres qu'on voit finalement l'aspect politique du surréalisme. Oui, c'est une œuvre qui est exactement contemporaine du Guernica de Picasso, c'est-à-dire une œuvre qui peut apparaître comme une forme d'écho à ce danger que Picasso lui-même avait illustré dans son célèbre tableau. C'est une image qui peut être à la fois menaçante, effectivement, et qui peut annoncer aussi d'autres périls. C'est un tableau qui a été interprété par des grands historiens d'art comme une sorte de diagramme illustré d'une croix gammée. Regardez, c'est le mouvement de ses bras, le mouvement de ses jambes. Il y a là l'évocation, effectivement, en 1937, d'un autre péril qui va bientôt s'abattre sur l'Europe. Mais c'est aussi un tableau qui s'intitule « Le triomphe du surréalisme ». Il ne faut pas l'oublier. Et ce tableau-là, qu'est-ce qu'il nous montre ? Un monstre. Et les monstres, c'est vraiment la production artistique du surréalisme. L'exposition en est pleine. Et ces monstres ne sont pas nécessairement des monstres dévorants, c'est pas forcément des monstres dangereux, c'est des monstres qui sont en fait le fruit d'une raison qui a été mise en sommeil. Et comme le disait Goya dans une célèbre gravure, le sommeil de la raison engendre des monstres. Et comme le surréalisme a voulu mettre la raison en sommeil, évidemment, on voit proliférer ces monstres. Alors il y a beaucoup d'artistes qui sont représentés dans cette exposition et on découvre aussi beaucoup de femmes artistes, alors sans toutes les citer, mais Leonora Carrington, Dora Maar, Suzanne Vendôme, comment ont-elles réussi à s'imposer dans ce mouvement qui était dominé finalement par la junte masculine ? Alors, il est fondé par des hommes, ce mouvement. C'est vrai qu'au départ, en 1924, il y a très peu de femmes. Mais dès l'instant où le surréalisme va s'ouvrir à des manifestations internationales, les grandes expositions, à Londres, à Paris, à New York et ailleurs, on va voir les femmes rejoindre le mouvement. Et elles vont le rejoindre spontanément, on ne va pas aller les chercher. Elles viennent au mouvement parce qu'elles ont conscience qu'à l'intérieur de cet univers surréaliste, elles vont pouvoir exprimer la force de leur volonté d'émancipation, leur liberté, leur désir, autant de données qui n'étaient pas forcément acceptées, auxquelles on ne donnait pas une grande publicité dans d'autres domaines que celui du surréalisme à l'époque, dans les années 30. Et elles n'ont pas seulement la place de muse
On est très très loin des muses, hein, il faut l'admettre. Toutes les grandes figures du surréalisme, les figures féminines, bien loin des muses, sont plutôt des militantes, sont plutôt des combattantes, sont plutôt des guerrières. Et comment les artistes surréalistes européens sont allés plus loin? Comment ont-ils créé finalement un engouement sur les autres continents? Eh bien, c'est le message de liberté. Et c'est aussi la conscience politique du surréalisme, hein, qui est un mouvement qu'il faut pas l'oublier. C'est toujours positionné par rapport au débat social et politique de son époque. Et évidemment, ce message de liberté s'est diffusé au niveau international. Et dès les années 30, on a des foyers surréalistes qui vont apparaître au Japon, qui vont aller même jusqu'à Shanghai, en Chine, qui vont aller en Australie, dans les Philippines. C'est incroyable de voir que le surréalisme va apparaître comme, au fond, l'étendard d'une liberté souhaitée partout de par le monde pour des générations d'artistes qui sans arrêt vont se renouveler au fil des 40 années d'existence du surréalisme. Et justement, ma question, 100 ans après la naissance du surréalisme, comment ce mouvement continue d'influencer les artistes d'aujourd'hui, de notre époque? Alors c'est ce qu'on voit dans des manifestations d'art contemporain comme la Biennale de Venise par exemple, hein, qui chaque année fait un bilan de la création contemporaine, et on voit que dans les 10 dernières années, à 2 reprises, cette Biennale de Venise s'est placée sous l'égide du surréalisme. Récemment encore, c'était les femmes surréalistes qui étaient mises en exergue pour permettre effectivement de donner un nouvel éclairage et un nouveau sens à l'œuvre de toute une nouvelle génération de femmes créatrices aujourd'hui par le monde. Donc le surréalisme est encore bien présent. Et que reste-t-il concrètement du surréalisme aujourd'hui? Il reste des œuvres. Il reste évidemment concrètement ce qui est dans l'exposition, c'est-à-dire des œuvres merveilleuses, celles qu'on connaît déjà, qui sont dans tous les livres, mais aussi, et c'est peut-être un des intérêts de l'exposition, c'est la redécouverte de toute une série d'artistes femmes en particulier, qu'on avait peu vues jusqu'à présent et qui révèlent là leurs capacités qui sont évidemment, et l'exposition l'exprime sans ambiguïté, tout à fait au niveau de leurs collègues masculins. Merci beaucoup Didier Ottinger pour cet entretien. Je rappelle que l'exposition magnifique, hein, Surréalisme, est à découvrir jusqu'au 13 janvier 2025 au Centre Pompidou à Paris. Merci pour votre accueil. Et c'est ainsi que se